oui, je vais vous présenter les principaux résultats du projet COEX qui s'est terminé en 2021, qui s'intéresse à la coexistence des systèmes semenciers, donc les systèmes et plus largement le système de gestion de la diversité cultivée. En partant de ce constat de départ que quand on s'intéresse aux questions des semences, on travaille sur un objet qui a plusieurs dimensions, une dimension biologique, mais aussi socio-économique et politique. Et pour cette raison, et pourquoi c'est important de prendre en compte cette diversité de dimensions, c'est qu'en fait, derrière, on va retrouver une diversité de contextes et d'interactions qui vont permettre, dans les contextes ancrés dans la réalité, une diversité de solutions. Mais en fait, quand on regarde le fonctionnement à l'échelle des systèmes semenciers, on réalise qu'il y a encore une dichotomie qui est très claire entre deux grands systèmes, ce qu'on appelle le système semencier formel, qui repose sur des règles et des normes réglementaires assez précises et assez contraignantes, des modèles d'agriculture essentiellement basés sur la rente et une économie de marché. Et de l'autre côté, on a des systèmes informels qui sont plutôt caractérisés par des normes sociales et culturelles, des modèles d'agriculture vivrier et une économie plutôt de subsistance avec des dons et des contre-dons. Donc on voit bien que là, on n'est pas trop dans la diversité, on est vraiment dans deux modèles caricaturaux. Et donc l'hypothèse générale dans le projet COEX, a été d'essayer de mettre en place des questions de recherche qui permettent de mieux caractériser la continuité qu'il y a plutôt entre ces deux systèmes, d'où le terme coexistence. Et donc ça part du constat en fait qu'on a à la fois au niveau local une grande diversité de pratiques de gestion de la diversité et au niveau plus macro des cadres réglementaires, et que l'interaction elle n'est pas très forte, et c'est plutôt on a une espèce de perte, enfin de spécialisation, avec très peu d'institutions au niveau international qui s'intéressent à ces questions. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Et une myriade d'institutions au niveau local qui eux, présentent une diversité de modalités de gouvernance. Et en fait, l'ambition du projet, ça a été de se dire, on a une diversité d'institutions locales, des institutions globales qui sont plutôt limitées, et en tant qu'acteur de la recherche, on peut essayer de se placer à un niveau intermédiaire, comme une institution intermédiaire, qui va essayer de travailler l'interface à la fois entre le niveau sciences et société, donc pour prendre en compte la diversité et la complexité des institutions locales, et d'essayer d'entamer du dialogue au niveau politique avec les institutions globales. En termes de partenaires dans ce projet, donc au niveau de la communauté du LabEx et Montpellier-Rennes un peu plus largement, donc vous pouvez constater qu'on est plutôt sur des unités et des compétences, on va dire des disciplines plutôt en sciences humaines, avec l'unité Sens, l'UMR Innovation et l'unité DIAD avec des compétences en ethnobiologie. Mais un rôle qui a été assez central et structurant de l'unité MISTEA, de INRA, qui a appuyé sur les aspects méthodologiques, en particulier en statistique. Sur le plan de partenariat global du projet, donc ça c'est aussi, je tiens à le souligner, une flexibilité qui a été rendue possible par le fonctionnement Agropolis, ça a été de pouvoir implémenter le partenariat au fil du projet. Et donc de quelques partenaires lors du montage, donc je pense qu'on était autour de moins d'une dizaine, on a pu élargir à 18 partenaires qui sont à la fois des partenaires du monde académique en Europe et donc un partenaire au Canada et des partenaires académiques en Afrique de l'Ouest. Donc le projet COEX est essentiellement porté sur 4 pays en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Burkina et le Niger, mais aussi des organisations paysannes et des ONG qui ont été fortement impliquées dans le projet. Pour résumer le projet COEX en 2 objectifs, le premier c'était de revisiter la manière dont la recherche caractérise les différents modes de gestion de la diversité cultivée. Donc ça, c'est avec bien l'objectif d'essayer d'aller au-delà de cette dichotomie système semencier formel et informel.
mais aussi de revisiter la manière dont la recherche s'implique dans la gestion de la diversité cultivée. Donc là, c'est une question de la responsabilité aussi de la recherche sur ces questions-là, comment on s'implique en tant que chercheur et institution de recherche. Donc je ne vais pas rentrer énormément dans les détails parce qu'on a le temps imparti et pas très long, mais je voulais juste illustrer ces deux objectifs avec des exemples. Donc sur le premier objectif, juste illustrer le fait que pour essayer de s'attaquer à cette diversité de dimensions que couvre la semence, on essayait de se doter d'une diversité de méthodes qui sont issues des sciences humaines, mais qu'on a aussi essayé d'articuler le plus possible avec les analyses statistiques pour être aussi essayer de travailler sur l'interface approche quantitative et qualitative, qui sont aussi en général mieux reconnues dans le milieu académique et même politique. Donc avec une diversité d'approches sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais qui couvrent bien ces différentes approches, enfin ces différentes dimensions de la semence. Et donc en termes d'objectifs, de sous-objectifs à l'intérieur de cet objectif de revisiter la manière dont on peut caractériser les différents modes de gestion de la diversité, on a essayé de caractériser la diversité des modes de gestion en mobilisant une diversité de disciplines. Donc ça, vous avez pu le voir à travers les partenaires et les approches. Caractériser l'inadéquation entre un cadre réglementaire et des pratiques de gestion de la diversité cultivée en partant du vécu des acteurs, et revoir la manière d'appréhender la semence en passant d'une approche ressource, donc ressource 6, à une approche relationnelle. Parce que ça c'est quelque chose qui nous paraissait important aussi, de reconsidérer la semence, pas seulement comme un objet physique, mais un objet qui fait du lien entre les acteurs. Et donc c'est plus que caractériser la ressource en tant que telle, c'est caractériser les liens entre la nature des liens qui fait émerger ces semences. Et le dernier objectif, ça a été de développer aussi une approche multiscalaire pour étudier la diversité des modes de gestion de la diversité cultivée. Et donc là, c'était vraiment avec une visée politique, puisqu'on sait très bien que ce sont des résultats à large échelle qui sont les plus visibles et qui ont un plus fort impact. Mais pour autant, pareil, d'un point de vue méthodologique, c'était important pour nous de ne pas uniquement porter nos efforts sur ce niveau-là macro, mais bien d'accompagner, de bien explorer les différentes échelles, puisque plus on va rentrer dans le détail et la spécificité des locales, on va pouvoir avoir une meilleure compréhension, une compréhension plus fine des mécanismes et des processus en jeu. Et donc le fait d'avoir ces approches plus globales permet d'avoir une vision effectivement plus globale, mais on a les moyens, avec cette approche glissante, on va dire, en termes d'échelle, de bien relier le local au global. Petit focus sur l'approche donc plus globale, pour vous illustrer un peu la démarche qui a été mise en œuvre. Donc le but, c'était de caractériser l'approvisionnement, les types de semences et leurs usages sur 32 espèces qui sont les principales cultivées à l'échelle de ces 4 pays. Donc je rappelle le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali. Avec un travail plus précis sur 7 espèces focales sur lesquelles va porter plus précisément l'approvisionnement. En termes de points d'observation, le principe a été de mettre en place un plan d'échantillonnage uniforme dans l'espace. Donc l'objectif, c'était de faire des enquêtes tous les 80 km, donc mener des entretiens sur des villages situés tous les 80 km pour éviter les effets de confusion qui pourraient être liés à une proximité à une route ou d'autres types de biais auxquels on peut être confronté quand on est sur le terrain. Et donc, ça a conduit à 144 focus group et 285 enquêtes individuelles. Donc,
à noter que sur la carte, vous voyez que on aurait pu faire l'effort de nettoyer ici. Et donc là, c'est plus dense, parce que là, c'est lié à la manière de conduire l'enquête, où il y a eu un petit quiproquo sur les villages. Mais on voit bien qu'à posteriori, on peut retirer les points supplémentaires pour maintenir cet objectif d'uniformité. Un point essentiel dans la démarche, c'était de faire ce travail-là de manière co-construite, à la fois avec les partenaires ouest-africains académiques, mais aussi des organisations paysannes fêtières, donc, qui travaillent à l'échelle nationale, en particulier au Mali et au Niger, ce qui nous a permis à la fois alors je sais pas, comment dire, de rendre possible la réalisation de ces travaux, puisque vous êtes au courant que dans ces zones-là, l'accès au terrain est compliqué pour les raisons sécuritaires, en plus des problématiques sanitaires. Et donc, c'était aussi un compromis pour pouvoir quand même produire de la connaissance dans ces zones qui sont en difficulté. Mais ça a été aussi donc, la possibilité, à travers cette expérience, de renforcer les capacités de nos partenaires sur ces approches. Donc, ça s'est traduit par la mise en place d'ateliers participatifs pour élaborer les protocoles, mais aussi, j'ai un problème d'échelle, je ne sais pas ce qui se passe, aussi dans l'analyse des résultats. C'est-à-dire qu'à partir de données qui ont été produites, un ensemble des ateliers ont pu avoir lieu avec représentant aussi la diversité des partenaires qui ont participé à la collecte des données, puisque après la mise en place des protocoles, ce sont ces mêmes partenaires qui ont participé aux enquêtes et qui ont participé aussi à l'analyse et dans la formulation des questions et l'interprétation des résultats obtenus. Petit focus sur un des résultats, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour illustrer que lorsqu'on s'intéresse à ces questions de diversité des systèmes semenciers, si on prend un seul indicateur qui va être la source d'approvisionnement, si on regarde sur l'ensemble des espèces qui ont été étudiées, et l'ensemble de la zone, on voit qu'on a 41% qui est issu de semences autoproduites, 13-14% issus de dons, 40% issus des marchés et des boutiques et 4-5% issus des ONG. Par contre, quand on regarde spatialement comment ça se répartit, ce qu'on peut voir, c'est que donc, à gauche, vous avez le niébé et à droite le mil. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas les mêmes couleurs en fonction des zones. Et donc, en fait, ça traduit le fait que lorsqu'on... Et ça peut se rendre plus clair quand on fait des analyses de clustering, donc il va essayer de regrouper, en tenant compte des informations collectées et de la répartition spatiale, les zones qui se ressemblent le plus. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, pour le niébé, des stratégies d'approvisionnement qui diffèrent en fonction des zones considérées et qui ne sont pas limitées forcément par les frontières des pays, ou seulement expliquées par la géographie, les conditions pédoclimatiques. Et quand on regarde pour une autre espèce, on voit que le découpage, le clustering, est complètement différent. Donc le message fort derrière ce genre de résultats, c'est ils illustrent en fait le fait que derrière un seul chiffre ou quelques statistiques résumées, on a une complexité qui est bien plus importante et qui mérite d'être prise en compte. Je passe sur le deuxième grand objectif du projet, donc là qui visait plus à travailler sur la manière dont la recherche s'implique sur des questions de gestion de la diversité. Et donc là, bon, je suis désolé, c'est pareil, un petit décalage. Une des activités qui a été menée dans le cadre du projet COEX, ça a été de mettre en place des espaces de réflexivité sur les modalités de collaboration. Donc là, le principe, ça a été aussi de s'appuyer sur l'expérience passée de collaboration entre collègues issus des laboratoires de recherche africains et français, avec des organisations paysannes françaises et ouest-africaines, pour travailler sur un retour d'expérience sur comment la collaboration s'est passée, quels seraient les points améliorés, quelles seraient les
points de vigilance à mettre en avant pour aider les autres, enfin les collectifs qui souhaiteraient travailler de manière collaborative et participative dans le futur. Et donc ça a donné lieu à l'élaboration d'un manuel sur la collaboration, donc qui est une contribution assez modeste, mais finalement très pertinente par rapport aux besoins, puisque en fait, collaborer entre des organisations paysannes et des institutions de recherche ne va pas de soi, et donc ça nécessite de capitaliser sur les expériences passées. La deuxième manière d'aborder, de travailler sur cette création d'espace, sur ces modalités de collaboration et d'implication de la recherche dans la gestion de la diversité, ça a été aussi de mettre en place un espace de collaboration collective entre trois types d'acteurs, les gestionnaires des banques de gènes, les chercheurs et les organisations de la société civile. Donc on a mis en place, à travers ce triptyque, un projet de multi-acteurs qui a embarqué à la fois des partenaires en France, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais là, sur cette slide, ce qui est représenté, c'est un processus qui a été initié depuis 2019 avec une série d'ateliers qui ont permis à la fois de se projeter pour se dire comment ces trois types d'acteurs envisageraient de travailler à l'avenir ensemble, quels seraient les objectifs qu'ils auraient envie d'atteindre en termes de gestion de la diversité, puisqu'en fait, ce qui se passe, on a aujourd'hui, au niveau de la gestion de la diversité, donc des institutions, donc des banques de gènes qui ont été construites et mises en place pour et par la recherche et éventuellement le secteur de la sélection, mais pas vraiment pour les acteurs de la société civile. Et le constat, en travaillant conjointement avec ces trois types d'acteurs, a été de réaliser que finalement, les institutions de recherche avaient leur propre modalité de gouvernance, les organisations de la société civile avaient leur propre gouvernance et leur propre vision et mode de fonctionnement, et qu'une manière de travailler, de réussir à collaborer ensemble, c'était de mettre en place un espace, donc c'était de faire un pas de côté chaque type d'acteur et commencer à réfléchir à la mise en place d'un mode de fonctionnement collectif qui soit satisfaisant pour cette diversité d'acteurs. Et donc ça donnait lieu à la mise en place, qui est en cours, mais de ce qu'on a appelé un tiers-lieu sur l'agrobiodiversité ou sur la gestion de la diversité, et qui vise à la fois à mettre en place les modalités de collaboration pour pour travailler dans des bonnes conditions, et la mise en place de l'élaboration progressivement de projets qui vont être plutôt ancrés dans des territoires, mais avec une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire, puisque du point de vue de la recherche, ce n'est pas seulement des chercheurs en génétique qui vont s'impliquer dans ces groupes-là, mais aussi des chercheurs en sciences humaines, donc en sciences politiques, en sciences, en anthropologie par exemple, et puis donc les transdisciplinaires, puisque l'objectif c'est bien d'impliquer aussi les organisations, la société civile, et une chose importante à signaler sur ce fonctionnement, c'est que même si l'idée elle est partie à la base d'idées, on va dire, poussées par des chercheurs, le processus a été rejoint par ces deux autres types d'acteurs, et ça a été intégré dans la gouvernance même de ce dispositif, puisque ce que vous pouvez voir en petit en gris là, c'est qu'on a mis en place un comité de pilotage mixte et qui continue à se retrouver, à se réunir régulièrement pour organiser les prochains événements afin de mieux prendre en compte les spécificités, les attentes et les contraintes de chaque type d'acteur. Pour terminer sur des aspects plus pareil, quantitatifs ou descriptifs sur le projet COEX, donc c'est un projet aussi qui a permis la formation de nombreux étudiants, donc 25 étudiants ont pu bénéficier du projet COEX, donc sur une diversité de disciplines. Comme indiqué tout à l'heure, même si le projet était très orienté sciences humaines, on a une partie non négligeable d'étudiants qui étaient avec des compétences en statistique.
et avec des niveaux divers de licence jusqu'au M2. 2 étudiants en thèse qui sont pas... Si, voilà, PhD sont représentés aussi. Et là, ce que je n'ai pas représenté, c'est les nationalités, mais avec une majorité d'étudiants français, mais aussi des étudiants qui ont été formés au Mali, au Niger, au Burkina et au Sénégal. Donc, je suis désolé, là je réalise que je n'ai pas représenté ça de manière factuelle, mais on avait l'information. En quelques étapes, juste pour représenter aussi le projet COEX en termes de processus, c'est en tout 22 ateliers qui ont été organisés au cours des 4 années et demie du projet. Et qui a permis aussi de mettre en place une connaissance réciproque entre les parties prenantes du projet et de mettre en place ce qu'on appelle une forme de communauté de pratique qu'on souhaite continuer à animer dans le futur. Et en termes de levier, il me semblait important, vu les objectifs du projet, d'identifier, enfin de caractériser 2 types de leviers. Le premier, c'est sur le plan scientifique, donc dans la foulée en fait, du projet COEX, on a pu participer à un projet européen qui s'appelle Dinaversity, qui visait à travailler sur le lien entre le côté in situ et ex situ. Et donc là, c'est pareil, on était sur une approche très dichotomique. Et donc avec l'approche COEX, on a pu mettre en avant ce côté coexistence et continuum qui est nécessaire de considérer. Le projet PAIE, qui est un projet qui a été porté par un des partenaires ouest-africains, donc une association paysanne du Niger, dans le cadre d'un financement CEDEAO, qui portait sur la résilience des systèmes semenciers au Niger. Le projet TIRDIF, donc, qui était un soutien ponctuel de la Fondation Agropolis, donc a continué à nous soutenir après le projet COEX sur le dispositif que je viens de vous présenter, multi-acteurs. Et puis le projet SIDATACH, porté par Frédéric Jankowski de l'UMR Sens, sur l'attachement aux semences, essentiellement au Sénégal. Et puis, actuellement, une réflexion en cours, enfin la préparation d'une réponse à un appel à projet sur les approches agroécologiques en Afrique, sur lequel on va mettre en avant la nécessité de considérer le rôle de la semence dans ces approches, dans ces transitions agroécologiques, puisque sans diversité et sans semence, on aura du mal à enclencher une transition agroécologique. Donc là, on est en train de mobiliser le consortium COEX, mais qui va être largement étendu, pour s'attaquer à ces questions, avec par contre la même état d'esprit que dans COEX, donc en impliquant, en étant très intégratif et le plus inclusif possible. Donc ça, je n'ai pas du tout insisté dessus, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut reprocher, je pense, au projet COEX. On n'a pas suffisamment intégré cette dimension genre et jeune, mais c'est quelque chose qu'on a bien en tête et sur lequel on va mettre plus d'efforts là dans les prochaines réponses appel à projet. Et sur le plan politique, on a pu, grâce à la fin du projet, la mise en place, donc ça c'est en raison de la situation sanitaire, on n'a pas pu tenir une réunion finale qui devait se tenir à Niamey à la fin du projet. Et ce qu'on a fait, c'est on a converti cette réunion finale en ateliers nationaux dans les 4 pays dans lesquels le projet COEX a intervenu. Et ça a été l'occasion pour les partenaires locaux, donc organisations paysannes et institutions de recherche, de convoquer à la fois leurs partenaires avec lesquels ils ont l'habitude de collaborer, mais aussi les ministères, les points focaux, TIRPA, Nagoya, pour leur faire part de ces résultats. Et puis récemment, une intervention donc, de Selim au niveau de l'INPA, donc au niveau européen, qui s'intéresse aussi à ces questions d'agrobiodiversité et de systèmes semenciers. Donc à Rennes très stratégique pour pouvoir présenter les messages du projet COEX. En conclusion, le projet COEX nous a permis de documenter une diversité de pratiques de gestion de la diversité qui est concrètement expérimentée par les acteurs dans les contextes les plus divers. Mais ça a été aussi la possibilité de proposer, expérimenter de nouvelles modalités de collaboration avec l'identification d'enjeux communs pour des actions futures et concertées. Et une autre manière de conclure sur le projet,
c'est aussi de reconnaître que le projet a permis de retravailler l'interface sciences politiques sur les questions de semences et ressources génétiques, notamment d'un point de vue de la démarche, de gagner en crédibilité grâce à la mise en place d'un cadre conceptuel et des méthodes adaptées à l'étude de ces systèmes complexes. D'un point de vue pertinence scientifique, le fait de mettre en place une gouvernance adaptative et une démarche collaborative impliquant les organisations paysannes dans la prise de décision du projet, le questionnement scientifique et la production de connaissances. Et enfin, en termes de légitimité, grâce à la mise en place d'espaces de dialogue multi-acteurs pour débattre des connaissances produites, ce qui a pu se faire notamment dans les ateliers finaux et nationaux. Et donc là, juste... voilà. Ouais. C'est pareil, c'est un peu coupé, je suis désolé. Mais donc quelques chiffres, on va dire plus synthétiques que je vous laisse regarder en attendant les questions. Oui, non, je l'ai retiré parce que j'ai pas assez de place. Mais donc effectivement, mais je pense que c'est l'adresse du site est sur la page Agropolis. Mais donc suite à la réunion finale du projet qui s'est tenue, enfin, la réunion de clôture, le webinaire de clôture, on a quand même clôturé par un webinaire en ligne, enfin hybride, en mai dernier. On a mis en place un site web qui rassemble toutes les ressources qui ont été produites dans le cadre du projet. Et donc, en insistant, ça rejoint un peu les messages qui étaient portés par Camille tout à l'heure, sur la diversité des productions. Donc académique au sens avec la production d'articles et déjà publiés mais surtout à venir, et aussi plutôt diversifié, donc avec la production de policy brief mais aussi des vidéos format court, la mise en place d'une pièce de théâtre forum, la mise en place de planches de BD pour améliorer la compréhension et la visibilité et la diffusion des principaux résultats du projet COEX. Voilà. Et deux articles de Conversation aussi, donc pareil pour communiquer plus largement. Ouais, je vous remercie.